Dans les archives poussiéreuses d'un ministère parisien, un fonctionnaire découvre par hasard, au printemps de l'année 2016, un dossier marqué du sceau rouge réservé aux affaires sensibles. Le document porte un nom qui fait trembler la République, Le Pen. Mais ce n'est pas celui du patriarche que l'on croit connaître. Non. C'est celui de sa fille, Marion-Anne Perrine, dite Marine. Un dossier étrangement épais pour une femme politique dont la vie semble exposée aux projecteurs médiatiques depuis des décennies. Que peut-il bien contenir que le grand public ignore encore ? Le fonctionnaire referme précipitamment la chemise cartonnée. Certaines vérités, dit-on dans les couloirs feutrés du pouvoir, ne doivent jamais voir la lumière du jour. Depuis sa naissance en août 1968, dans les ors discrets de Neuilly-sur-Seine, cette femme au regard d'acier a grandi dans l'ombre d'un géant politique sulfureux. Fille de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, elle était destinée à porter un héritage lourd comme une malédiction. Pourtant, quelque chose d'étrange s'est produit en cours de route. Cette enfant blonde aux boucles sages est devenue une stratège redoutable, capable de métamorphoser un parti diabolisé en force politique majeure. Comment une fillette traumatisée par l'explosion qui ravagea l'appartement familial en 1976 s'est-elle transformée en architecte d'une révolution politique ? Quels pactes secrets, quelles alliances inavouables ont pavé son ascension fulgurante. Des témoins affirment avoir vu, dans les années 90, des rencontres discrètes dans des salons privés de l'Élysée, des conversations à voix basse entre conseillers de l'ombre et celle qui n'était alors qu'une avocate inconnue du grand public. Des observateurs parlent de dossiers compromettants, de services rendus, de protections inexpliquées. La machine médiatique française, si prompte à broyer les carrières politiques, semblait parfois étrangement clémente avec cette héritière d'un nom maudit. Coïncidence ? Calcul politique ? Ou quelque chose de plus profond, de plus sombre, tissé dans les secrets d'État que la République préfère enfouir sous des montagnes de mensonges officiels ? L'histoire que vous allez découvrir dépasse les apparences et plonge ses racines dans les zones interdites du pouvoir français. Le fonctionnaire, un certain Bernard Tessier, approchant la cinquantaine et marqué par 27 années de loyaux services à l'État, n'aurait jamais dû se trouver dans cette salle d'archives ce jour-là. Son collègue habituel, Jérôme Marchand, était absent pour cause de maladie subite. Une pneumonie foudroyante, avait-on dit. Tessier avait accepté de le remplacer sans poser de questions. Comment aurait-il pu deviner que ce simple geste de solidarité allait le plonger dans un abîme dont il ne ressortirait jamais tout à fait intact ? Le dossier qu'il tenait entre ses mains tremblantes ce matin-là ne ressemblait à aucun autre. La couverture en carton rigide, d'un beige jauni par le temps, portait une référence alphanumérique qui ne figurait dans aucun registre officiel. M.L. Pen Osiris 1988. Cette dernière date le troublait particulièrement. Marine Le Pen aurait eu alors tout juste 20 ans. Que pouvait bien contenir un dossier classé secret défense sur une étudiante en droit qui n'avait encore aucune carrière politique ? La première page lui coupa le souffle. Un rapport dactylographié, signé d'initiales indéchiffrables, portait l'entête de la direction de la surveillance du territoire. Le document commençait par ces mots glaçants. Objet, surveillance rapprochée de la cible Delta 5, nom de code Jeanne. Motif, risque pour la sécurité nationale, niveau prioritaire. Date d'ouverture du dossier 12 septembre 1988. Tessier sentit sa gorge se serrer. Quelqu'un, au plus haut niveau de l'État, avait jugé nécessaire de placer sous surveillance une jeune femme de 20 ans
dont le seul crime apparent était d'être la fille de Jean-Marie Le Pen. Mais ce qui suivait dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Le rapport mentionnait des voyages non documentés, des rencontres clandestines dans des capitales européennes, Prague, Budapest, Moscou. Des noms surgissaient des pages jaunies comme des fantômes. Victor Constantine, officier présumé du KGB en poste à l'ambassade soviétique de Paris. Gerhard Müller, ancien membre de la Stasi recyclé dans les services secrets de l'Allemagne réunifiée. Des photographies granuleuses, prises avec un téléobjectif, montraient une jeune femme blonde aux traits familiers, assise dans des cafés, échangeant des enveloppes, conversant avec des hommes en costume sombre. Tessier passa des heures dans cette salle froide, dévorant page après page un télégramme daté du 23 mars 1989 rapportait une conversation interceptée dans un hôtel de Vienne. La transcription était fragmentaire, mais certaines phrases résonnaient comme des coups de tonnerre. On y parlait de restructuration politique, d'infiltration des mouvements nationalistes européens, de financement occulte. Un nom revenait sans cesse dans ces échanges codés, Consortium Prométhée. Aucune explication n'accompagnait cette mention énigmatique. Le plus troublant restait à venir. Un mémo interne de la DST, rédigé en janvier 1991, évoquait l'interruption brutale de la surveillance. Ordre direct du cabinet du Premier ministre précisait le document. Destruction de tous les éléments compromettants, classement niveau cosmique, accès restreint à 3 personnes maximum. La signature apposée au bas de la page n'était autre que celle d'un homme qui deviendrait, quelques années plus tard, l'un des piliers de la République. Mais son nom avait été soigneusement effacé à l'encre noire, laissant seulement visible le tampon officiel. Tessier découvrit ensuite une série de coupures de presse soigneusement agrafées. Le Monde, Libération, Le Figaro. Toutes datées de l'été 1992. Elles relataient la mort mystérieuse d'un journaliste d'investigation, Philippe Deschamps, retrouvé noyé dans la Seine près du pont de l'Alma. Accident tragique, avait conclu l'enquête policière. Alcoolémie élevée, perte d'équilibre. Pourtant, une note manuscrite gribouillée dans la marge du dossier affirmait le contraire. Deschamps enquêtait sur les réseaux d'influence étrangers au sein de l'extrême droite française. Il avait rendez-vous avec un informateur la veille de sa mort. L'informateur n'a jamais été identifié. Les pages suivantes révélaient une carte complexe de connexions financières. Des virements bancaires transitant par des paradis fiscaux, des sociétés écrans enregistrées aux îles Vierges britanniques, au Panama, au Liechtenstein, des montants impressionnants, plusieurs millions de francs, circulant entre des entités aux noms anodins et des comptes numérotés. Un schéma tracé à la main tentait de reconstituer le flux de l'argent. Au centre du diagramme, entouré d'un cercle rouge, figurait un seul mot, fondation. Bernard Tessier photographia chaque page avec son téléphone portable, conscient qu'il franchissait une ligne invisible. Ses mains tremblaient tellement qu'il dut recommencer plusieurs clichés. La sueur perlait sur son front malgré la fraîcheur de la salle souterraine. Il savait qu'il ne pourrait jamais effacer ces images de sa mémoire, ni les questions qui l'assaillaient maintenant. Comment ce dossier avait-il pu subsister alors que sa destruction avait été ordonnée? Qui l'avait caché ici, dans cette section oubliée des archives nationales? Et surtout, pourquoi maintenant, après tant d'années de silence? Lorsqu'il quitta le bâtiment ce soir-là, la nuit était déjà tombée sur Paris. Les lampadaires projetaient des ombres inquiétantes sur les pavés humides. Tessier serra son manteau contre lui et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule.
Une berline noire aux vitres teintées stationnait de l'autre côté de la rue. Elle démarra lentement lorsqu'il s'éloigna, maintenant une distance constante. Le fonctionnaire accéléra le pas, son cœur cognant dans sa poitrine. Il savait déjà qu'il ne serait plus jamais le même homme. Le dossier portait un code alphanumérique banal, le genre d'identifiant administratif que personne ne remarque jamais. Pourtant, lorsque Tessier l'ouvrit, ses mains se mirent à trembler légèrement. À l'intérieur, des photocopies de documents datant des années 70 et 80 révélaient une correspondance étrange entre plusieurs institutions françaises et certains services dont les noms avaient été caviardés à l'encre noire. Mais quelqu'un, dans sa hâte ou son négligence, avait oublié de masquer complètement certains passages. On pouvait y lire des fragments de phrases troublantes, des allusions à un projet portant le nom de Code Héritage, et au centre de tout cela, un nom de famille qui résonnait dans toute la France comme un tocsin politique depuis des décennies. Les premières pages concernaient des rapports médicaux établis dans une clinique privée de Neuilly-sur-Seine durant l'été de 1968. Des annotations manuscrites en marge mentionnaient des procédures inhabituelles pour l'époque, des consultations avec des spécialistes venus de Suisse et même d'Allemagne de l'Ouest. Pourquoi tant de précautions pour une naissance qui aurait dû être ordinaire, même dans une famille politiquement exposée? Les médecins signataires des rapports avaient tout quitté la France dans les années qui suivirent. Le docteur Henri Blanchard s'était installé en Argentine en 1973. Le professeur Klaus Zimmermann était retourné à Munich, où il décéda dans des circonstances troubles en 1975, officiellement d'une crise cardiaque à seulement 42 ans. La sage-femme, Madame Élisabeth Ferrand, avait disparu sans laisser de traces en 1979. Son appartement parisien retrouvé vide, comme si elle s'était évaporée dans la nuit. Tessier tourna les pages avec une précaution presque religieuse. Un document dactylographié sur papier pelure, manifestement une copie carbone, attirait l'attention par son en-tête officielle, bien que partiellement effacée. On distinguait encore le sigle d'un ministère, peut-être celui de l'Intérieur. Le texte, daté du 23 septembre de la même année 68, faisait état d'un entretien confidentiel entre un haut fonctionnaire et un membre éminent de la famille concernée. Les termes employés restaient volontairement vagues, mais l'atmosphère était celle d'une négociation serrée. Il était question d'assurance, de garantie pour l'avenir, d'un engagement tacite de la part des autorités à ne jamais divulguer certaines informations sensibles. En échange de quoi exactement, le document ne le précisait pas. Plus loin dans le dossier, Tessier découvrit des coupures de presse jaunies provenant de journaux régionaux et de publications confidentielles dont la plupart avaient cessé de paraître depuis longtemps. L'une d'elles, tirée d'un hebdomadaire lyonnais disparu, relatait une curieuse affaire survenue en 1986. Un journaliste indépendant, Alain Morange, avait été retrouvé mort dans sa voiture, garée sur un chemin forestier près de Fontainebleau. La thèse du suicide avait été rapidement retenue par les autorités, malgré l'absence de lettres explicatives et les protestations véhémentes de sa famille. Morange travaillait depuis plusieurs mois sur une enquête explosive concernant les liens entre certaines familles politiques françaises et des réseaux occultes hérités de la période trouble de l'après-guerre. Ses notes personnelles n'avaient jamais été retrouvées. Son ordinateur portable, un modèle rare à l'époque, avait disparu de son domicile avant même l'arrivée de la police. Dans une enveloppe Kraft cachetée, que Tessier ouvrit avec précaution, se trouvaient des photographies en noir et blanc. Elles nous montraient des réunions privées dans des lieux luxueux, châteaux ou hôtels particuliers. Les visages de certains participants avaient été entourés au stylo rouge.
Parmi eux, des figures connues de la vie politique française, mais aussi des inconnus, hommes en costume sombre à l'allure austère, certains portant des insignes discrets sur leur revers de veste. Au dos de l'une des photos, une annotation à la plume indiquait simplement Réunion du Cercle, 15 juin 1982, domaine de Montretout. Cette adresse résonnait étrangement. N'était-ce pas là qu'un patriarche politique avait établi ses quartiers durant des années, recevant fidèles et conspirateurs dans une discrétion absolue? Tessier sentit la sueur perler sur son front. La climatisation de la salle d'archives fonctionnait pourtant parfaitement, maintenant une température constante de 18 degrés. Mais une chaleur intérieure, celle de la peur mêlée à la fascination, le gagnait inexorablement. Il parcourut rapidement les pages suivantes, craignant qu'on ne vienne le surprendre. Un rapport tapé à la machine, probablement rédigé par un agent de renseignement, détaillait des mouvements financiers suspects entre plusieurs comptes bancaires européens au cours des années 90. Des sommes considérables avaient transité par des établissements suisses et luxembourgeois, toujours selon des schémas complexes destinés à brouiller les pistes. Les bénéficiaires ultimes demeuraient masqués derrière des sociétés écrans, mais les dates des virements coïncidaient étrangement avec certains événements politiques majeurs survenus en France à cette époque. Un témoignage manuscrit, signé par une certaine Marguerite de la Croix, ancienne employée de maison, occupait plusieurs feuillets. Cette femme, qui avait travaillé dans l'entourage proche de la famille durant les années 70, racontait des scènes étranges dont elle avait été témoin. Des visiteurs nocturnes qui arrivaient sans être annoncés, des conversations à voix basse derrière des portes closes, des documents brûlés dans la cheminée au petit matin. Elle évoquait également une jeune enfant au regard perçant, déjà précoce, qui semblait écouter les adultes avec une attention inhabituelle pour son âge. Marguerite de la Croix avait quitté son emploi brutalement en 1978, prétextant des raisons familiales. Son témoignage, recueilli des années plus tard par un enquêteur anonyme, portait la mention témoin décédé, mars 1995, circonstances non élucidées. Tessier referma le dossier et regarda autour de lui. Les rangées de rayonnage métallique s'étendaient à perte de vue dans la pénombre. Quelque part dans ce labyrinthe de papier dormaient sans doute d'autres secrets, d'autres vérités que l'État préférait tenir enfouies. Il glissa le dossier sous sa veste, un geste irréfléchi, presque instinctif. Jamais auparavant il n'avait enfreint le règlement. Jamais il n'aurait imaginé trahir la confiance placée en lui durant toutes ces années de service irréprochable. Mais comment pouvait-il laisser ces révélations retourner dans l'oubli? Comment pouvait-il faire comme si de rien n'était après ce qu'il venait de découvrir? En remontant vers la sortie, Tessier croisa le gardien de nuit, un homme taciturne prénommé Marcel qui travaillait là depuis une éternité. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Marcel hocha imperceptiblement la tête, comme s'il savait, comme s'il avait toujours su que tôt ou tard, quelqu'un franchirait cette ligne invisible. Dehors, la nuit parisienne enveloppait la ville de son manteau d'indifférence. Tessier pressa le pas, serrant contre lui le dossier volé, ignorant encore qu'à partir de cet instant, sa vie ne serait plus jamais la même, et que des yeux invisibles le suivaient déjà dans l'ombre. La découverte suivante plongea Tessier dans un univers qu'il n'aurait jamais imaginé explorer. Parmi les liasses de documents s'intercalaient des photographies anciennes, certaines prises lors de rassemblements politiques de l'extrême droite française, d'autres montrant des réunions privées dans des salons feutrés où les rideaux tirés semblaient dissimuler bien plus que la lumière du jour. Sur l'une d'elles, prise manifestement à l'insu des participants,
On distinguait Jean-Marie Le Pen en conversation animée avec un homme dont le visage avait été intentionnellement flouté. La date griffonnée au dos indiquait le 15 septembre 1987. Mais ce qui retint vraiment l'attention de Tessier fut une autre photographie, plus petite, coincée entre deux feuillets administratifs. On y voyait une enfant blonde, âgée d'une dizaine d'années peut-être, tenant la main d'un homme en costume sombre dont on ne distinguait que la silhouette. L'arrière-plan révélait une propriété imposante, quelque part dans l'ouest de la France selon les annotations manuscrites. Dans la marge d'un rapport tapé à la machine, une note manuscrite précisait simplement « Surveillance prioritaire établie depuis 1978, prolongation autorisée jusqu'à nouvelle directive ». Aucun nom n'était mentionné, seulement un code, sujet Delta 4. Tessier passa la nuit à décrypter ce jargon bureaucratique qui masquait une réalité troublante. Les services de renseignement français avaient apparemment ouvert un dossier non pas sur un homme politique déjà établi, mais sur sa descendance. Une descendance qui n'avait alors aucun rôle public, aucune fonction officielle, aucune raison apparente de figurer dans les archives secrètes de la République. Les semaines suivantes révélèrent une structure de surveillance d'une ampleur insoupçonnée. Tessier découvrit que plusieurs fonctionnaires, aujourd'hui décédés ou introuvables, avaient participé à ce qu'ils appelaient entre eux l'opération héritage. Le terme figurait dans un mémorandum daté du 23 avril 1983, signé par un directeur adjoint dont le nom avait été soigneusement effacé, mais dont les initiales RM restaient visibles sous certains angles de lumière. Ce document évoquait la nécessité d'anticiper les évolutions politiques à long terme et de constituer des profils psychologiques approfondis sur les héritiers potentiels de mouvements jugés sensibles pour la sécurité nationale. Un ancien agent, contacté par Tessier sous couvert d'une recherche universitaire, accepta de rencontrer le journaliste dans un café discret de la périphérie lyonnaise. L'homme, qui exigea que son identité reste strictement confidentielle, avait travaillé dans les services de contre-espionnage pendant près de 30 ans avant de prendre sa retraite au début des années 2000. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il évoqua cette période. « Nous avions reçu des instructions très claires », murmura-t-il en regardant nerveusement autour de lui. Il fallait documenter chaque déplacement, chaque rencontre, chaque changement dans le comportement du sujet, mais ce qui rendait cette mission particulière, c'est qu'on ne surveillait pas un criminel, pas un espion, pas même un opposant violent. On surveillait quelqu'un dont le seul crime était d'être né dans une certaine famille. Les notes d'observation s'accumulaient dans le dossier avec une régularité métronomique. Inscription scolaire, résultats académiques, fréquentation, voyage à l'étranger, tout était consigné avec une précision obsessionnelle. Un rapport daté du 8 novembre 1985 mentionnait des conversations interceptées lors d'un dîner familial, retranscrites mot pour mot, analysées ensuite par des psychologues mandatés par l'État. Ces spécialistes tentaient d'établir des patterns comportementaux, de prédire des orientations futures, de détecter les signes précoces d'une ambition politique qui pourrait, selon leurs termes, constituer une menace pour la stabilité démocratique. Tessier retrouva l'un de ces psychologues, aujourd'hui octogénaire, vivant dans une maison de retraite médicalisée près de Bordeaux. L'homme accepta de parler à condition que l'entretien ne soit pas enregistré. Sa mémoire restait étonnamment précise malgré son grand âge. On nous demandait l'impossible, confia-t-il d'une voix éraillée. Prédire l'avenir politique d'une adolescente sur la base de quelques observations fragmentaires. Mais les commanditaires voulaient des certitudes, des projections
des scénarios. Alors nous en avons fabriqué. Nous avons construit des modèles psychologiques qui correspondaient à ce qu'ils voulaient entendre. C'était de la divination déguisée en science, rien de plus. Pourtant, ces rapports fantaisistes avaient produit des conséquences bien réelles. Un document interne daté du 3 février 1989 recommandait l'intensification de la surveillance et l'établissement de contacts avec l'entourage proche du sujet pour recueillir des informations plus personnelles. Des noms figuraient sur une liste annexe, probablement des informateurs recrutés ou approchés à cette fin. Certains étaient barrés avec la mention décédé ou injoignable. D'autres portaient simplement un point d'interrogation. Tessier tenta de retrouver ces personnes, mais se heurta à un mur de silence ou d'ignorance. Plusieurs avaient quitté la France, d'autres refusaient catégoriquement de s'exprimer, même anonymement. Le plus troublant surgit d'un document quasi illisible, rongé par l'humidité et le temps, que Tessier parvint néanmoins à déchiffrer partiellement. Il s'agissait d'un compte-rendu de réunion interministérielle tenue le 17 juin 1992. Les participants évoquaient l'émergence d'une nouvelle génération politique issue des mouvements nationalistes et débattaient des stratégies à adopter. L'un d'eux suggérait une approche qu'il qualifiait de neutralisation préventive par exposition médiatique contrôlée. Le concept était simple mais cynique. Plutôt que de laisser une figure politique se construire organiquement, il fallait la propulser prématurément sous les projecteurs, orchestrer sa surexposition, provoquer des controverses calculées pour user son capital sympathie avant qu'elle n'atteigne une maturité politique dangereuse. Cette stratégie avait-elle réellement été mise en œuvre ? Tessier passa des semaines à croiser les dates, à comparer les événements médiatiques avec les recommandations enfouies dans ses archives poussiéreuses. Les coïncidences s'accumulaient avec une régularité troublante. La découverte qui allait véritablement bouleverser l'enquête de Tessier surgit d'un dossier marqué d'une simple inscription manuscrite, Opération Héritage. L'enveloppe Kraft contenait des relevés bancaires couvrant la période entre 1988 et 1995, accompagnés de notes griffonnées dans les marges par une main anonyme. Ces documents révélaient l'existence de transferts financiers considérables, transitant par des sociétés écrans domiciliées dans 3 pays différents, le Luxembourg, la Suisse et les îles Caïmans. Les montants s'élevaient à plusieurs millions de francs, convertis plus tard en euros, et suivaient un schéma récurrent. Chaque versement intervenait quelques semaines avant un événement électoral majeur. Ce qui frappa immédiatement Tessier fut la signature apposée sur certains bordereaux. Un nom revenait avec une régularité troublante, celui de Philippe Durand, un homme d'affaires lyonnais dont la mort brutale en 1997 avait été attribuée à un accident de la route sur l'autoroute du Soleil. La version officielle évoquait une perte de contrôle du véhicule partant de brouillard, mais les notes accompagnant les relevés suggéraient une toute autre lecture des événements. Une phrase tracée au stylo rouge résonnait comme un avertissement posthume. Durand savait. Durand voulait parler. Durand est mort 3 jours avant le rendez-vous prévu. Le journaliste se plongea dans les archives de la presse régionale, cherchant des traces de cet accident qui avait emporté un homme manifestement au cœur d'un système de financement occulte. L'article retrouvé dans les microfiches du Progrès datait du 15 octobre 1997. Le compte-rendu, succinct, mentionnait la découverte du corps dans l'épave calcinée, l'impossibilité d'identifier formellement les causes exactes de la sortie de route et l'absence de témoins. Curieusement, le rapport de gendarmerie joint au dossier signalait que les freins du véhicule
présentait des traces d'interventions récentes, détails qui n'avaient jamais été exploités lors de l'enquête initiale. Tessier comprit qu'il touchait là un nœud central du réseau. Durand n'était pas un simple donateur, il apparaissait comme un intermédiaire, un homme capable de collecter des fonds auprès de cercles discrets et de les redistribuer selon des canaux préétablis. Les relevés montraient des versements réguliers vers une association loi de 1901 domiciliée à Paris dans le 16e arrondissement. Cette structure, baptisée Cercle Renaissance, affichait des objectifs culturels et patrimoniaux, mais les montants brassés dépassaient largement ce que pouvait justifier l'organisation de quelques conférences annuelles. Le journaliste décida de creuser l'historique de cette association. Les statuts, consultés au journal officiel, révélaient une liste de membres fondateurs dont certains noms résonnaient étrangement dans le paysage politique français. Parmi eux figurait un ancien député, Jacques Ferrand, élu sous l'étiquette de la droite traditionnelle mais connu pour ses positions radicales sur l'immigration et la souveraineté nationale. Ferrand avait quitté la vie politique en 1993 après un scandale financier étouffé impliquant des marchés publics truqués dans sa circonscription bourguignonne. Sa disparition de la scène médiatique avait été totale, au point que beaucoup le croyaient retiré à l'étranger. Pourtant, un document daté de 2002 prouvait que Ferrand était toujours actif. Il s'agissait d'un procès-verbal de réunion tenu dans un hôtel particulier du 7e arrondissement parisien où se retrouvaient une douzaine de personnalités venues d'horizons divers. Industriels, avocats, anciens militaires et quelques figures du monde académique. Le compte-rendu, rédigé avec une précision bureaucratique, évoquait la nécessité de poursuivre le travail entrepris, de consolider les soutiens financiers et de préparer la relève générationnelle. Une phrase retenait particulièrement l'attention: le projet doit désormais reposer sur une incarnation moderne, capable de séduire au-delà des cercles traditionnels, tout en préservant l'essence idéologique du mouvement. Cette réunion s'était tenue 6 mois avant que Marine Le Pen n'annonce officiellement sa candidature à la présidence du Front National. La coïncidence des dates ne pouvait être fortuite. Tessier commença à entrevoir les contours d'une stratégie pensée sur le long terme, orchestrée par des individus déterminés à maintenir une influence politique par-delà les alternances électorales et les évolutions de façade. Un autre élément vint conforter cette hypothèse. Parmi les documents figurait une série de lettres échangées entre Ferrand et un correspondant identifié seulement par ses initiales. À monsieur le ton des missives, cérémonieux mais empreint d'une familiarité certaine, suggérait une relation ancienne et une confiance réciproque. Dans l'une de ces lettres, datée de janvier 2004, Ferrand écrivait: « Les fondations sont solides. Le travail de mémoire accompli par notre ami disparu porte ses fruits. La jeune génération comprend désormais ce qui est en jeu. Nous devons simplement veiller à ce que les erreurs du passé ne se répètent pas, que l'image soit irréprochable, que les mots soient calibrés pour toucher le cœur de la France profonde. » L'ami disparu mentionné ne pouvait être que Jean-Marie Le Pen lui-même, encore vivant à cette époque mais déjà perçu comme un héritage à dépasser plutôt qu'à prolonger. La lettre confirmait l'existence d'une planification minutieuse, d'un projet de transformation idéologique enrobé dans un discours renouvelé, plus acceptable pour les électeurs modérés. Tessier décida de rechercher l'identité de ce mystérieux A.M. les archives numériques, les recoupements avec d'autres documents du dossier, et quelques heures passées à décrypter les codes implicites des correspondances le menèrent vers une piste inattendue. Antoine Mercier, un ancien conseiller politique ayant travaillé pour plusieurs formations de droite,
avant de se retirer officiellement en 1999. Mercier était réputé pour son expertise en communication de crise et en stratégie électorale. Son nom n'apparaissait jamais dans les organigrammes officiels, mais il semblait être l'architecte invisible de campagnes menées dans l'ombre. La trace de Mercier s'arrêtait brutalement en 2007. Aucune information publique après cette date, aucun article de presse, aucune mention dans les registres habituels. Le journaliste tenta de retrouver des proches, des collaborateurs, mais tous opposaient un silence embarrassé ou prétendaient avoir perdu tout contact. Une seule personne accepta de parler, sous couvert d'anonymat, une ancienne assistante parlementaire qui avait côtoyé Mercier durant les années 90. Elle confia, la voix tremblante, que Mercier avait brusquement quitté Paris après avoir reçu des menaces dont elle ignorait la nature exacte. Il aurait évoqué des pressions, des gens puissants qui ne souhaitaient pas voir certaines informations divulguées. Les sociétés écrans n'étaient que la surface d'un réseau bien plus vaste. Tessier découvrit que plusieurs de ces structures financières possédaient des adresses identiques à Nice, Lyon et Strasbourg, des bureaux qui n'existaient que sur le papier. Mais ce fut l'identité des signataires qui retint véritablement son attention. Parmi eux figurait un certain Jacques Moreau, ancien officier du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, retrouvé mort dans des circonstances troublantes en octobre 1996, quelques semaines seulement avant que certains dossiers ne soient convoqués pour examen par une commission parlementaire qui ne vit jamais le jour. Le rapport d'autopsie, que Tessier obtint grâce à un contact au ministère de l'Intérieur, mentionnait un arrêt cardiaque foudroyant. Aucune trace de violence, aucun signe de lutte. Pourtant, les notes du médecin légiste, ajoutées à la main dans la marge du document officiel, suggéraient quelque chose de bien différent. Une substance non identifiée avait été détectée dans le sang de Moreau, une molécule que les laboratoires français de l'époque ne parvenaient pas à nommer. Le dossier avait été rapidement classé, l'affaire enterrée sous le poids d'une conclusion hâtive. Mort naturelle. Cas clos. Moreau n'était pas le seul. Un autre nom surgit des archives confidentielles, celui de Béatrice Fontaine, ancienne assistante parlementaire qui avait travaillé au sein de diverses formations politiques entre 1982 et 1990. Son témoignage, recueilli par un juge d'instruction dans le cadre d'une enquête préliminaire jamais aboutie, évoquait des rencontres discrètes dans des hôtels parisiens, des enveloppes échangées sous la table, des conversations à voix basse dans des restaurants aux éclairages tamisés. Fontaine avait disparu en février 1997. Son appartement du 15e arrondissement avait été retrouvé vide, les meubles en place, mais aucun effet personnel, comme si elle s'était volatilisée en pleine nuit. Les enquêteurs de l'époque avaient conclu à un départ volontaire, une fuite en avant. Le dossier contenait une note manuscrite étrange signée par un commissaire dont le nom avait été soigneusement caviardé. Ne pas poursuivre. Affaire sensible. Tessier comprenait désormais qu'il ne s'agissait pas simplement d'une affaire de financement politique opaque. Les ramifications touchaient les plus hautes sphères de l'État, des personnalités qui auraient tout à perdre si certaines vérités venaient à éclater. Il entreprit de reconstituer le puzzle en se concentrant sur une période précise, celle comprise entre 1988 et 1992, année charnière où les flux financiers avaient atteint leur paroxysme. Un document déclassifié par les services britanniques, obtenu via une source anonyme qui contacta Tessier par courrier postal non signé, révélait l'existence d'une opération conjointe franco-britannique baptisée Réseau Aurore.
L'objectif officiel consistait à surveiller les mouvements d'extrême droite en Europe après la chute du mur de Berlin. Mais les notes internes suggéraient un tout autre agenda. Des fonds transités par des banques offshore, principalement situées dans les îles anglo-normandes et au Luxembourg, avant d'être réinjectés dans des campagnes électorales, des médias alternatifs et des structures associatives dont les activités demeuraient floues. Le rapport mentionnait des noms de code, des acronymes indéchiffrables et surtout une liste de bénéficiaires dont l'identité avait été partiellement effacée. Seules quelques initiales subsistaient, griffonnées au stylo rouge dans la marge. L'une de ces initiales était ML. Tessier rencontra discrètement un ancien agent des renseignements généraux, un homme vieillissant au visage marqué par les années de service. Ils se retrouvèrent dans un café anonyme de banlieue, loin des regards indiscrets. L'ancien agent, qui exigea de rester anonyme, accepta de parler à condition que rien ne soit enregistré. Il évoqua des instructions venues d'en haut, des ordres de ne pas creuser certaines pistes, des dossiers qui disparaissaient mystérieusement des archives. Il parla d'une réunion qui aurait eu lieu en juin 1991 dans un château privé de Sologne, rassemblant des figures influentes du monde politique, financier et médiatique. Aucun compte-rendu officiel n'existait, mais des témoins oculaires avaient rapporté la présence de personnalités dont les noms ne devaient jamais être prononcés publiquement. Le vieil agent alluma une cigarette, ses mains tremblantes trahissant une nervosité palpable. Il murmura que certains dossiers avaient été transférés dans des coffres privés, hors de portée des commissions d'enquête et des juges. Il mentionna un réseau de protection, une structure parallèle qui garantissait l'impunité de ceux qui détenaient les secrets les plus compromettants. Puis il se leva brusquement, refusant d'en dire davantage. Avant de partir, il glissa à Tessier une phrase énigmatique. « Cherchez du côté de la fondation, celle qui porte le nom d'un fleuve. » Tessier rentra chez lui avec cette information énigmatique en tête. Il passa des nuits entières à fouiller les registres des fondations enregistrées en France et à l'étranger. Finalement, il tomba sur la fondation du Rhin, structure créée en 1985, officiellement dédiée à la promotion des échanges culturels franco-allemands. Ses statuts semblaient irréprochables, ses activités discrètes mais légitimes. Pourtant, en examinant les bilans financiers archivés, Tessier découvrit des irrégularités troublantes. Des dépenses colossales classées sous la rubrique vague de missions de représentation, des virements vers des entités dont les noms ne correspondaient à aucune structure référencée. Les montants dépassaient largement ce que pourrait justifier une simple fondation culturelle. Le conseil d'administration de cette fondation comptait des noms prestigieux, des industriels, des intellectuels reconnus, mais aussi des figures politiques qui gravitaient autour des cercles nationalistes. L'un des membres fondateurs, décédé en 1999 dans un accident de voiture sur une route de montagne, avait laissé derrière lui un journal intime que sa veuve, désireuse de faire éclater la vérité, avait confié à un notaire sous scellé. Tessier parvint à obtenir l'autorisation de consulter ces pages jaunies, rédigées d'une écriture nerveuse et parfois illisible. Les entrées du journal couvraient plusieurs années et révélaient une face cachée de l'histoire politique française. L'homme y décrivait des réunions clandestines, des négociations secrètes avec des intermédiaires étrangers, des pactes conclus dans l'ombre pour garantir la survie et l'ascension de certaines familles politiques. Il évoquait explicitement des stratégies de long terme, des investissements dans l'avenir, la préparation minutieuse d'une relève générationnelle qui devait porter les idées nationalistes vers des sommets jamais atteints.
Une phrase glaçante revenait à plusieurs reprises dans ces pages. L'héritière est en formation. Elle sera prête quand viendra le moment. Tessier referma le journal, le cœur battant. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, dessinant un tableau bien plus vaste et terrifiant qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement une affaire de financement occulte ou de manœuvre politique classique. C'était une opération de grande ampleur, orchestrée sur plusieurs décennies, impliquant des réseaux internationaux et des complicités au plus haut niveau de l'État. Et tout semblait converger vers une seule et même personne, préparée depuis son plus jeune âge à incarner un projet politique dont les véritables origines demeuraient dissimulées dans l'ombre. La mort de Jacques Moreau n'était que le premier domino d'une série qui allait glacer le sang de Tessier. En fouillant les archives départementales de Nice, elle tomba sur un document administratif banal en apparence, daté du 23 novembre 2006. Il s'agissait d'un procès-verbal d'incident routier impliquant une certaine Élise Grandjean, comptable dans un cabinet fiscal spécialisé dans les opérations internationales. Le véhicule avait quitté la route sur la corniche, plongeant dans le vide. Accident classique, avaient conclu les gendarmes. Sauf que le nom d'Élise Grandjean figurait également sur 3 des documents bancaires que Tessier avait découverts, toujours comme témoin de signature pour des transferts d'importance. Le cabinet qui employait Grandjean avait fermé ses portes 6 mois après le drame. Les locaux, situés dans le quartier du port de Nice, avaient été rachetés par une société immobilière maltaise. Lorsque Tessier se rendit sur place, elle découvrit un restaurant italien quelconque dont le patron, un homme au regard fuyant, affirma n'avoir jamais entendu parler du précédent locataire. Mais dans les archives municipales, un détail retint son attention. Le dernier bail commercial mentionnait un certain Philippe Darnaud comme gérant du cabinet fiscal. Ce nom résonnait étrangement dans sa mémoire. 3 jours de recherche intensive lui permirent de reconstituer le parcours de Darnaud. Ancien conseiller juridique au ministère de l'Économie sous le gouvernement de Jacques Chirac, il avait démissionné brutalement en 1997 pour s'installer dans le secteur privé. Sa spécialité était l'optimisation fiscale pour grandes fortunes et structures politiques. Les rares articles de presse qui mentionnaient son nom le décrivaient comme un homme brillant mais discret, capable de naviguer dans les zones grises de la législation avec une aisance déconcertante. Tessier retrouva sa trace dans un rapport parlementaire sur les paradis fiscaux, publié en 2009. Darnaud y était cité comme témoin lors d'une audition à huis clos concernant des flux financiers suspects entre la France et plusieurs îles des Caraïbes. Le procès-verbal de l'audition n'avait jamais été rendu public, classé secret défense. Mais dans les marges du rapport, une note manuscrite avait échappé à la censure. Elle mentionnait des liens entre certaines structures et des mouvements politiques d'extrême droite européens, sans toutefois préciser lesquels. Le téléphone sonna dans l'appartement sombre de Tessier aux environs de minuit. Une voix rauque, masculine, déformée peut-être par un dispositif électronique, lui murmura simplement qu'elle devrait s'intéresser au village de Saint-Cloud, à une propriété particulière située sur les hauteurs. Puis le silence. Lorsqu'elle tenta de rappeler le numéro affiché, elle tomba sur une ligne inexistante. Son sang se glaça. Quelqu'un suivait son enquête, connaissait ses découvertes et choisissait de l'orienter plutôt que de l'arrêter. La propriété de Saint-Cloud appartenait officiellement à une fondation culturelle enregistrée en Suisse, FT à Saran à Soe, la Fondation Helvetia pour les arts et la tradition. Les statuts de cette organisation mentionnaient des objectifs nobles, la préservation du patrimoine européen, le soutien aux artistes engagés, la défense des identités régionales.
Mais en creusant les comptes publics suisses, Tessier découvrit que cette fondation versait régulièrement des subventions à des associations françaises, belges et italiennes, toutes gravitant dans la mouvance nationaliste. Les montants étaient considérables. Entre 2004 et 2014, près de 4 millions d'euros avaient ainsi transité. Dans les jardins de la propriété de Saint-Cloud se tenaient régulièrement des réceptions privées, selon les témoignages de voisins interrogés discrètement par Tessier. Des voitures aux vitres teintées y arrivaient tard le soir, déposaient des invités en costume sombre, puis repartaient avant l'aube. Personne ne connaissait l'identité de ces visiteurs nocturnes, mais tous se souvenaient d'une tension palpable, d'une atmosphère de secret absolu qui entourait ces rassemblements. Un ancien employé de la mairie de Saint-Cloud, approchant désormais de la retraite, accepta de parler à Tessier sous couvert d'anonymat. Il se souvenait d'avoir traité, en 2008, une demande de permis de construire pour cette propriété. Des travaux d'aménagement souterrain, officiellement destinés à créer une cave à vin et un espace de stockage. Mais l'ampleur des excavations mentionnées dans les plans lui avait semblé disproportionnée. Il avait posé des questions, reçu des réponses évasives, puis son supérieur lui avait demandé de valider le dossier sans plus de commentaires. 2 semaines après avoir signé l'autorisation, il avait été muté dans un service administratif périphérique loin de tout dossier sensible. Tessier réussit à se procurer une copie des plans architecturaux grâce à un contact dans les archives départementales. Ce qu'elle découvrit la stupéfia. Sous la propriété s'étendait un véritable bunker avec salle de réunion blindée, système de ventilation autonome, alimentation électrique de secours et surtout une pièce centrale équipée de dispositifs de brouillage des communications. Le tout avait été construit par une entreprise de travaux publics spécialisée dans les installations militaires. Cette même entreprise avait réalisé des chantiers pour le ministère de la Défense et figurait également dans les documents bancaires liés aux sociétés écrans. Le puzzle commençait à se reconstituer. Derrière les flux financiers opaques, les morts suspectes, les réseaux d'influence, se dessinait une organisation clandestine d'une sophistication redoutable. Un réseau qui semblait opérer depuis des décennies, infiltrant les sphères du pouvoir, protégeant ses membres, éliminant ceux qui en savaient trop. Et au centre de cette toile d'araignée, un nom revenait sans cesse, murmuré dans les couloirs, suggéré dans les documents, mais jamais explicitement mentionné. Restait une question essentielle. Qui tirait réellement les ficelles de cette organisation souterraine, et dans quel but ultime cette infrastructure du secret avait-elle été déployée? La découverte que fit Tessier dans les sous-sols du ministère des Finances changea radicalement la nature de son enquête. Ce n'était plus une simple affaire de financement politique douteux. C'était quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui remontait à l'enfance même de celle qui allait devenir la figure controversée de la droite française. L'accès à ces archives lui avait été accordé par un fonctionnaire retraité qui avait exigé l'anonymat complet. Il l'avait contacté après la publication de son article sur les morts suspectes entourant les enquêtes fiscales. Dans un café parisien du 14e arrondissement, l'homme au visage émacié lui avait glissé une enveloppe Kraft. À l'intérieur, un code d'accès temporaire au dossier classifié de la Direction générale des impôts pour la période 1970 à 1990. Ce qu'elle découvrit dans ces liasses poussiéreuses la laissa sans voix pendant de longues minutes. Des rapports détaillés sur les mouvements financiers de la famille Le Pen, certes, mais surtout des notes de surveillance portant sur des personnes gravitant autour de la petite Marion durant son enfance, des noms qu'elle ne connaissait pas, des visages qu'aucune biographie officielle ne mentionnait.
Il y avait notamment ce dossier concernant un certain Viktor Kovalenko, ressortissant soviétique officiellement déclaré comme traducteur commercial, ayant résidé à Saint-Cloud entre 1973 et 1975. Les notes de la direction de la surveillance du territoire indiquaient que cet homme avait eu des contacts réguliers avec Jean-Marie Le Pen durant cette période. Mais ce qui glaça Tessier fut cette annotation manuscrite en marge d'un rapport daté du 8 avril 1974, sujet observé en compagnie d'une enfant blonde, environ 5 ans, parc de Saint-Cloud, durée de l'entretien 40 minutes. Marion Le Pen avait exactement 5 ans à cette époque. Les rapports de surveillance notaient également la présence récurrente d'un psychologue pour enfants, le docteur Henri Beaumont, auprès de la jeune Marion entre 1976 et 1979. Officiellement, rien d'anormal. Beaucoup d'enfants de familles aisées consultaient des spécialistes. Mais le docteur Beaumont n'était pas un psychologue ordinaire. Tessier découvrit qu'il avait été formé à l'Institut Tavistock de Londres, établissement connu pour ses recherches sur la modification comportementale et les techniques de programmation psychologique développées durant la guerre froide. Un ancien collègue de Beaumont, contacté sous couvert d'anonymat, révéla à Tessier que le docteur tenait des propos troublants avant sa mort subite en 2003. Il aurait confié lors d'un dîner arrosé qu'il avait participé à l'élaboration d'un profil politique exceptionnel et que certaines de ses patientes d'autrefois iraient très loin, plus loin qu'on ne pourrait l'imaginer. Interrogé sur l'identité de ces personnes, Beaumont s'était contenté d'un sourire énigmatique. Le docteur Beaumont était décédé d'une crise cardiaque foudroyante à son domicile. Aucune autopsie n'avait été pratiquée. Ses archives personnelles avaient disparu 3 jours après sa mort, son cabinet ayant été cambriolé dans des circonstances jamais élucidées. Mais ce qui interpella le plus Tessier fut la découverte d'un programme gouvernemental secret baptisé Projet Cassandre, mis en place durant les années 70 sous le gouvernement Pompidou. Les documents fragmentaires qu'elle parvint à rassembler suggéraient que ce projet visait à identifier et à former dès l'enfance des futurs leaders politiques capables de canaliser les frustrations populaires vers des objectifs contrôlables, une forme de fabrique de tribuns populistes calibrée pour servir de soupape de sécurité au système. Dans un mémorandum confidentiel daté du 15 septembre 1978, un haut fonctionnaire dont le nom était caviardé écrivait « Les enfants sélectionnés dans le cadre du programme C présentent tous des profils familiaux propices. » Environnement politique marqué, capacité rhétorique précoce, formation idéologique cohérente. Le sujet F7 répond à tous les critères et dépasse même nos espérances. Recommandation, maintenir l'accompagnement discret jusqu'à l'âge adulte. F7, le code renvoyait à un dossier individuel qui avait été détruit. Mais dans les marges d'un autre document, quelqu'un avait griffonné au crayon Marion. Tessier chercha d'autres enfants ayant pu faire partie de ce programme. Elle en identifia 3, tous issus de familles politiquement engagées, tous ayant consulté le même réseau de psychologues spécialisés. 2 étaient morts avant l'âge de 30 ans dans des circonstances banales. Le 3e, devenu un élu local sans envergure nationale, refusa catégoriquement de lui parler. Lorsqu'elle insista, il finit par lui dire, la voix tremblante, « Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, des choses qui nous dépassent. Si vous tenez à la vie, oubliez tout ça. » 3 jours plus tard, cet homme fut retrouvé noyé dans la Seine. Le rapport de police concluait à un suicide par noyade,
malgré l'absence totale d'antécédents dépressifs et des témoignages concordant sur son état d'esprit serein les jours précédents. Tessier comprit qu'elle touchait à quelque chose de monstrueux, non pas une simple manipulation financière, mais une entreprise de formatage politique s'étalant sur des décennies. Si ces documents disaient vrai, Marion Le Pen n'avait pas simplement hérité de l'héritage politique de son père. Elle avait été façonnée, sculptée, préparée depuis l'enfance pour jouer un rôle précis dans l'échiquier politique français. Mais par qui exactement? Et dans quel but ultime? Le soir où elle rentra chez elle avec ses révélations brûlantes, Tessier trouva sa porte d'entrée entr'ouverte. Son appartement avait été méthodiquement fouillé. Rien n'avait été volé. Mais sur son bureau, quelqu'un avait déposé une photographie en noir et blanc. On y voyait une fillette blonde tenant la main d'un homme en costume sombre dans un parc. Au dos, une seule phrase manuscrite: « Certaines graines sont plantées pour des récoltes futures ». Le dossier final portait une marque inhabituelle. Pas le tampon rouge habituel des documents confidentiels, mais un symbole que Tessier n'avait jamais vu auparavant dans les archives françaises. Un triangle inversé avec 3 lettres Tamtion à l'intérieur. Le fonctionnaire retraité avait refusé d'en parler directement, se contentant de murmurer que certains services n'apparaissaient jamais dans les organigrammes officiels. À l'intérieur, des rapports de surveillance datant de l'année 2002, l'année où Marine Le Pen avait définitivement pris les rênes de la stratégie politique du Front National. Mais ces documents ne concernaient pas ses activités publiques. Ils détaillaient ses rencontres privées, ses conversations téléphoniques, même ses déplacements personnels. Quelqu'un, quelque part dans l'appareil d'État, la surveillait avec une minutie extraordinaire. Plus troublant encore, les rapports portaient des annotations manuscrites dans les marges, des commentaires sibyllins. À côté d'une note sur une réunion à Vienne en mars 2002, quelqu'un avait écrit « Confirme le schéma familial, protocole maintenu ». Tessier photographia chaque page, les mains tremblantes. Elle savait qu'elle touchait à quelque chose d'interdit. Le dernier document du dossier était une lettre non signée, dactylographiée sur un papier jauni par le temps, datée du 23 avril 2007. Quelques lignes seulement, mais leur contenu glaçait le sang. L'opération a atteint sa phase terminale. Le sujet a dépassé toutes les projections. L'investissement consenti depuis l'année 1968 porte ses fruits au-delà des espérances. La question n'est plus de savoir si, mais quand. Les paramètres de l'année 2017 restent optimaux. Recommandation, Poitiseni. Poursuite sans modification du cadre opérationnel. L'année 2017, l'élection présidentielle. Celle où Marine Le Pen avait atteint le second tour, mobilisant plus de 10 millions d'électeurs français. Celle où, pour la première fois, le parti d'extrême droite avait frôlé le pouvoir suprême. Était-ce vraiment une simple prédiction ou quelque chose de plus calculé, de plus orchestré? Tessier quitta les archives avec la sensation physique d'être suivi. Dans le métro qui la ramenait chez elle, elle remarqua un homme en imperméable gris qui montait dans le même wagon à chaque changement. Elle descendit précipitamment à Châtelet, se perdit dans les couloirs bondés, et émergea finalement à la surface près de la Seine. L'homme avait disparu, mais l'impression d'être observée ne la quittait pas. De retour dans son appartement, elle étala toutes les pièces du puzzle devant elle. Les photos des archives, les notes accumulées pendant des mois d'enquête, les témoignages recueillis. Un motif se dessinait, terrifiant dans sa cohérence. Chaque étape de l'ascension politique de Marine Le Pen semblait avoir été facilitée, préparée,
comme si des mains invisibles écartaient les obstacles, ouvraient les portes, neutralisaient les adversaires au moment opportun. Le scandale financier de l'année 2011 qui avait ébranlé le Parti socialiste, survenu exactement quand le Front national avait besoin de crédibilité économique. La division de la droite républicaine en 2012 qui avait laissé un vide politique béant. La crise des migrants en 2015 tombant à point nommé pour valider le discours sécuritaire. Trop de coïncidences, trop de synchronicité parfaite. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger. Pas un article pour son journal, mais un document complet, exhaustif, destiné à être publié quoi qu'il arrive. Elle y consigna tout ce qu'elle avait découvert, tous les liens établis, toutes les zones d'ombre explorées. Si quelque chose lui arrivait, d'autres continueraient. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Pas de texte, juste une photo. Elle la reconnut immédiatement. C'était elle prise le matin même devant l'entrée du ministère des Finances. L'angle de prise de vue suggérait une surveillance professionnelle, probablement depuis un véhicule stationné en face. Le message était clair. On savait. On observait. On avertissait. Tessier effaça le message, éteignit son téléphone, retira la batterie. Geste dérisoire à l'ère de la surveillance généralisée, mais qui lui procurait l'illusion d'un contrôle. Elle termina la rédaction de son document, le chiffra, l'envoya à 3 adresses différentes avec des instructions précises. Si elle ne se connectait pas pour annuler la publication dans les 48 heures, tout serait automatiquement diffusé. La nuit était tombée sur Paris. Dans l'appartement faiblement éclairé, entouré de fantômes et de secrets, elle contempla une dernière fois la photo de Marine Le Pen punaisée au mur. Cette femme dont l'existence même semblait être le produit d'une équation complexe, d'un calcul aux ramifications insondables. Était-elle complice ou instrument, architecte de son destin ou pièce manipulée sur un échiquier dont elle ignorait l'étendue? Quelque part dans les couloirs du pouvoir, des hommes sans visage détenaient les réponses, des hommes qui avaient orchestré, financé, protégé, qui avaient transformé une enfance particulière en destin politique, qui avaient fait d'une fillette née en 1968 l'incarnation parfaite d'un projet dont les contours restaient terrifiants de précision. Tessier ferma les yeux. Demain, elle franchirait la dernière frontière. Elle contacterait la seule personne capable de confirmer ses soupçons. Celle qui avait été là depuis le début, témoin silencieux de toute la construction. Mais cette nuit, dans le silence oppressant de son appartement, elle savait que certaines vérités ne pardonnent pas à ceux qui les découvrent. Tessier referma le dossier avec des mains tremblantes. Les dernières pages contenaient une liste de noms barrés à l'encre rouge. 23 personnes qui avaient travaillé sur ce qu'on appelait en interne l'opération héritage. 15 étaient décédés dans des circonstances diverses entre 2008 et 2016, accident de voiture, crise cardiaque, suicide inexpliqué. Le taux de mortalité dépassait de 300% la moyenne statistique pour cette catégorie professionnelle. Un détail le frappa particulièrement. Chaque décès survenait exactement 3 semaines après qu'une personne avait consulté certains documents dans les archives, comme si un mécanisme invisible se déclenchait automatiquement. Le fonctionnaire retraité lui avait dit de ne rien noter, de tout mémoriser. Maintenant, Tessier comprenait pourquoi. Il quitta le bâtiment par la sortie de service, comme convenu. La pluie parisienne lavait les rues désertes. Dans sa poche, rien d'écrit, seulement des souvenirs et des questions sans réponse. Qui contrôlait vraiment ce système de surveillance? Pourquoi tant d'efforts pour protéger des secrets vieux de plusieurs décennies?
En rentrant chez lui, il remarqua une voiture grise garée en face de son immeuble, les mêmes plaques diplomatiques que celles mentionnées dans les rapports, le même modèle que conduisait l'homme mystérieux photographié près de l'appartement de la famille à Neuilly-sur-Seine en 1987. Tessier monta lentement les escaliers, sachant qu'il ne publierait jamais cette enquête. Certaines vérités restent enfermées dans l'obscurité, non par accident, mais par nécessité. Tessier glissa le dossier dans sa sacoche et sortit dans la nuit parisienne. La pluie tambourinait sur les pavés comme un avertissement. Quelque part derrière lui, dans les archives souterraines, dormaient encore des dizaines de cartons marqués du même code. Mais il savait qu'il ne reviendrait plus. Certaines vérités ne sont pas faites pour être révélées, elles sont faites pour hanter ceux qui les découvrent. 3 jours plus tard, les serveurs de son journal subirent une attaque informatique d'une sophistication rarissime. Toutes ses notes de recherche disparurent en moins de 4 minutes. Les techniciens parlèrent d'une intervention de niveau étatique, puis se turent brusquement après une visite de 2 hommes en costume gris. Le rédacteur en chef convoqua Tessier dans son bureau et lui suggéra des vacances prolongées. Il avait vieilli de 10 ans en 1 semaine. L'enquête s'arrêta là. Officiellement, elle n'avait jamais commencé. Les documents consultés retournèrent dans l'ombre des archives classifiées. Les témoins qui avaient accepté de parler changèrent leur téléphone et déménagèrent sans laisser d'adresse. Un ancien conseiller politique fut retrouvé mort dans son appartement de Lyon, intoxication accidentelle au monoxyde de carbone selon le rapport. Il devait rencontrer Tessier le lendemain. La France continua sa vie politique comme si de rien n'était. Les électeurs votaient, les sondages fluctuaient, les débats enflammaient les plateaux télévisés. Mais dans les coulisses du pouvoir, dans les bureaux feutrés où se décident les véritables orientations, certains savaient. Ils savaient que derrière chaque visage public se cache parfois un autre visage, façonné par des mains invisibles, guidé par des intérêts qui dépassent les individus. Marine Le Pen poursuivit son ascension politique. Ses partisans y voyaient pas la révolte d'une France oubliée. Ses adversaires dénonçaient un danger pour la démocratie. Mais personne ne posait la vraie question. Personne ne cherchait dans les strates profondes de l'histoire familiale, dans les connexions étranges, dans les financements troubles, dans les morts suspectes qui jalonnaient le parcours. L'opération héritage demeure aujourd'hui un fantôme. Peut-être n'a-t-elle jamais existé. Peut-être n'était-elle qu'une théorie délirante née dans l'esprit fatigué d'un archiviste solitaire. Ou peut-être est-elle toujours active, quelque part dans les profondeurs de l'appareil d'État, poursuivant ses objectifs avec une patience infinie. Tessier vit désormais en Bretagne, dans un petit village côtier. Il a cessé d'écrire sur la politique. Parfois, quand le vent souffle fort depuis l'Atlantique, il repense à ces noms barrés d'encre rouge, à ces coïncidences impossibles, à cette vérité qu'il avait effleurée du bout des doigts avant qu'elle ne lui échappe définitivement. L'histoire officielle est écrite par les vainqueurs. Mais l'histoire véritable dort dans des archives que personne ne consultera jamais. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'à son terme. Si ces révélations vous ont intrigué, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos investigations futures. Laissez un like si vous pensez que certaines vérités méritent d'être explorées, même quand elles dérangent. Et surtout, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Avons-nous touché quelque chose de réel ou nous sommes-nous perdus dans les méandres de la théorie du complot ? Votre avis compte. La vérité, si elle existe, se construit ensemble.